Et 4, je vais demander à François Bouvard de rester avec nous, le vice-président de l'IFA, sur des questions de gouvernance encore à l'épreuve de la crise. Je sais qu'il y a une enquête qui a été approfondie auprès des adhérents de l'IFA sur cette notion de crise, avec une question, François Bouvard, si je peux me permettre de la formuler ainsi, c'est comment est-ce que la gouvernance arrive à tracer son chemin dans cette crise sanitaire? Et est-ce que finalement cette crise sanitaire, qui est totalement inattendue par définition, est une crise comme une autre, ou bien est-ce qu'au contraire elle peut s'assimiler à des crises économiques ou autres? Je citais les subprimes tout à l'heure qu'on a déjà connues. Oui, effectivement, c'était l'objet du sondage qui a été réalisé auprès des adhérents de l'IFA. Et la question, est-ce une crise comme une autre, est effectivement une bonne question, parce qu'on a connu des crises pandémiques assez récemment, la grippe aviaire, SRAS et ainsi de suite, qui avaient effectivement ralenti un peu la marche du monde. Mais là, c'est quand même la tempête du siècle ou the perfect storm. C'est-à-dire qu'on a eu une crise sanitaire qui a mis à l'arrêt quasiment simultanément l'ensemble des économies du monde, qui a complètement freiné les déplacements des personnes. Il n'y a qu'à voir l'impact sur le transport aérien et en particulier sur les voyages d'affaires, et qui a aussi complètement paralysé les échanges commerciaux. Donc là, on a effectivement une conjonction de facteurs qui souligne d'une certaine façon les risques et les faiblesses dans nos entreprises quand effectivement plusieurs facteurs de cette nature se déclenchent au même moment. Donc il est clair que ça entraîne une réflexion forte et le sondage qu'on a mené visait à regarder finalement ce qu'ont été la réaction des conseils d'administration pendant cette phase et puis les perspectives par rapport à cette crise. On espérait une sortie de crise, mais une crise qui perdure. Donc si vous le voulez bien, je vais évoquer en fait les résultats de ce sondage. Donc c'est un sondage qui a été conduit entre le 30 juillet et le 6 septembre auprès des adhérents de l'IFA, administratrices et administrateurs engagés, c'est notre motto, et on a eu plus de 330 réponses. Alors ça n'est pas la seule étude qui a eu. Angeles a mentionné tout à l'heure l'étude menée par Spencer Stewart auprès d'administratrices et d'administrateurs. Il y a eu une étude aussi intéressante du MEDEF sur le moral des chefs d'entreprise. Je pense qu'une des spécificités de l'enquête de l'IFA, c'est de pouvoir aussi, étant donné la diversité de nos adhérents, donner un coup de projecteur sur la réaction en fonction du type de structure, que ce soit une entreprise cotée, non cotée, de taille plus ou moins importante, des entreprises à capitaux publics ou épiques, comme évoquait Pascal Cagny tout à l'heure, mais aussi des startups et aussi des fondations et associations. Donc ça permet effectivement un éclairage différencié qui est effectivement très intéressant. Alors il y a 5 principaux enseignements, et ensuite on diffusera bien entendu les résultats détaillés de cette enquête, mais je voudrais mettre le projecteur sur 5 principaux enseignements de cette étude. La première, c'est que finalement la culture du risque qui s'était développée dans les conseils d'administration et dans les entreprises a finalement bien préparé à une crise de cette ampleur. 81% des entreprises ou des structures dans lesquelles agissent les administratrices et administrateurs qui ont répondu disposaient d'une cartographie des risques. C'est un bon point de départ. En revanche, seuls 17% avaient prévu le risque pandémique. Alors, il ne faut pas jeter la pierre. On a été beaucoup à ne pas voir l'importance de ce risque, en particulier avec son effet domino, c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer, l'enchaînement de l'arrêt des échanges et donc la simultanéité dans les différents pays. 93% des structures disposaient de plans de gestion des risques. Alors, ce n'est pas tant le contenu des plans qui est intéressant, c'est la valeur d'être passé par cet exercice qui permet finalement de mettre l'entreprise en mouvement de façon beaucoup plus rapide. Les PME, les ETI et les startups et les associations étaient beaucoup moins bien préparés. Et en fait, un autre fait intéressant sortant du sondage, seuls 50% des structures, et en particulier des grandes entreprises, entreprises publiques et mutuelles,
étaient dotés d'un comité de crise, alors que la plupart en fait, des structures ont dû fonctionner en comité de crise, mais ils n'y étaient pas préparés. Donc ça, c'est le premier enseignement sur cette culture du risque qui finalement a permis de préparer un peu les esprits et l'action. Deuxième enseignement, la crise a renforcé et a fait évoluer les interactions entre la direction et son conseil. Alors, durant la période de mars à juin, qui était en fait la période que l'on cherchait à analyser dans ce sondage, les conseils ont tenu en moyenne 2 réunions supplémentaires à celles prévues. Comme on sait que souvent les conseils se réunissent entre 4 et 6 fois par an, ça a été entre un doublement et un triplement en fait du rythme d'interaction pendant cette crise. Les entreprises publiques et les sociétés cotées ont eu 3 réunions de plus. Donc c'est un triplement, un quadruplement. Donc on voit que l'intensité des échanges entre l'équipe de direction et son conseil ont été très fortement accrus durant cette période. Fait intéressant, c'est-à-dire que dans ces réunions, on n'a pas parlé uniquement de la crise. Plus de 3/4 des entreprises ont continué à traiter des sujets de fond et souvent à la lumière de ce que la crise révélait. Donc ça a engagé une réflexion et un travail entre les directions et leurs conseils en profondeur sur ce que révélait la crise. Les informations ont bien circulé. Plus de 90% des personnes ayant répondu considèrent qu'elles ont disposé en tant qu'administratrices et administrateurs de la part en fait, de la direction des informations pertinentes en temps et en heure. On sait que cet impératif d'information du Conseil est clé. C'est un signe très encourageant que de voir dans une situation aussi critique que celle-là, que ça ait si bien fonctionné. 70% considèrent que les informations qui ont été fournies par les pouvoirs publics ont été suffisantes, ont été pertinentes, sachant qu'on peut jeter la pierre, mais les pouvoirs publics, eux aussi, bien entendu, faisaient face à une situation sans précédent. Et enfin, 90% ont considéré que le mode distanciel, on a toutes et tous passé beaucoup de temps devant nos écrans pendant cette période de confinement, mais que ces modalités en fait de distanciel n'avaient pas du tout nui à la qualité des échanges. Là aussi, c'est un tribut finalement à la capacité d'animation des présidentes et des présidents de conseil de pouvoir distribuer la parole et de faire en sorte que chacune et chacun s'exprime. Donc, renforcement, comme deuxième enseignement, le renforcement de l'intensité et de la nature des interactions entre direction et conseil. Troisième enseignement sur les sujets qui ont été traités. Et là, ce qui est assez frappant, c'est que c'est très homogène, quelle que soit finalement la nature, que ce soit entreprise, de taille différente, cotée ou non, participation publique, start-up, scale-up, fondation et association. En premier lieu, ça a été l'attention aux salariés. Tous les conseils ont pris à cœur avec leur direction générale de s'assurer que pendant cette phase très difficile, où finalement le monde professionnel faisait irruption dans la vie personnelle, les gens étant confinés à la maison, souvent avec leurs enfants. Donc les questions d'attention aux salariés, autour du télétravail, autour des modalités de chômage partiel, autour de la formation. Beaucoup d'entreprises ont saisi cette opportunité aussi pour engager aussi les formations. Donc premier point, très important. Deuxième point, bien entendu, les plans de continuité d'activité qui ont été, pour certains, étaient prêts, mais ont dû être adaptés, pour d'autres ont dû être conçus. Troisième élément, l'adaptation des organisations, bien entendu, aux mesures d'hygiène et de sécurité. On voit le challenge que ça représente en cette phase de reprise après l'été. Quatrième élément, les modalités de financement. Bien entendu, la trésorerie des entreprises a été extrêmement mise sous tension pendant cette période, et en particulier, de nombreuses entreprises ont dû en fait déposer des dossiers pour les prêts garantis d'État qui n'étaient pas, bon, il y avait une part de formalisme qui était importante. Et le cinquième sujet, ça a été la fermeture des sites opérationnels, puisque là, en termes de chaîne de valeur, de supply chain, ça a été un chamboulement énorme, à la fois les sites de production, mais aussi les sites de distribution, et qui ont réclamé une très grande attention. Donc, des sujets traités qui étaient assez homogènes. Quatrième point qui a été évoqué aussi dans le cours de la table ronde, près des 3/4 soulignent que le dialogue social s'est vraiment intensifié pendant la crise. Et le corollaire qui a été évoqué sur les administrateurs représentants des salariés, les ARS, plus de la moitié considèrent que les ARS ont joué un rôle clé
pour faciliter effectivement le dialogue social, en particulier, ça c'est une spécificité bien entendu, dans les entreprises cotées et dans les entreprises publiques, mais c'est vrai aussi pour tous les autres types de structures qui ont des administrateurs représentant les salariés. Donc on voit, Angeles le soulignait tout à l'heure, c'est aussi une montée en puissance. C'est quelque chose sur lequel la France en particulier est en avance. Moi, pour piloter nos travaux au sein des CODA sur les principes européens, je pense que c'est un principe qu'il faut vraiment mettre en avant, de la représentation active avec droit de vote des ARS dans nos conseils. Dernier éclairage sur la visibilité sur l'impact de la crise. Donc là, c'est un peu compliqué et il faut être bien optimiste sur la suite des opérations. En fait, il y a à peu près 60% des personnes sondées qui considèrent qu'ils ont une relativement bonne visibilité sur les conséquences de la crise. C'est vrai principalement, c'est là où l'analyse en fait par type d'entité est intéressante parce que ce niveau de visibilité est relativement bon dans les grandes entreprises. C'est beaucoup moins le cas sur les ETI, les PME et les startups et sociétés de croissance. Je ne parle même pas des associations dont certaines ont vu leurs ressources extrêmement bridées là-dedans. Donc il y a là un facteur très différenciant suivant le type de structure. Cette visibilité, elle reste quand même relativement limitée, parce qu'il y a à peu près 50% des répondants qui considèrent qu'ils ont une visibilité relativement bonne à horizon de 6 à 12 mois. 6 à 12 mois, c'est l'horizon du reforecast qu'on a fait dans toutes les entreprises. Ça veut dire que, et ça tombe à 20% pour l'horizon de 1 à 3 ans. Un an, c'est l'horizon du budget de l'an prochain. Donc on voit qu'on va être tenus, tous et toutes en tant qu'administratrices et administrateurs, de continuer ce pilotage à vue en étroite interaction avec la direction et d'aider pour effectivement gérer avec à la fois le renforcement de la résilience, mais la préservation de l'agilité à cette phase qui va être de toute façon une phase probablement relativement longue et extrêmement incertaine. La plupart, bien évidemment, a engagé ou envisage une révision non seulement des objectifs 2020-2021, ça a été en fait les reprévisions qui ont été faites, mais de leur plan stratégique. On voit que la crise a challengé beaucoup en fait les modèles d'affaires, les business models en termes de produits offerts, de services offerts, de la façon dont ils sont délivrés. Donc, dans cette sortie de crise, il y a une réflexion assez profonde qui est engagée par une majorité sur finalement ce que doit être la stratégie à horizon de 1 à 3 ans. C'est-à-dire on parle d'une stratégie relativement proche. Et en fait, point très important qui a été aussi évoqué dans la table ronde, la vaste majorité considère que la crise va engager des changements structurels majeurs. Et les thèmes qui sont principalement mis en avant, c'est bien entendu l'organisation du travail, c'est bien entendu la digitalisation, mais c'est aussi la présence géographique et donc le déploiement de l'ensemble de la chaîne de valeur au niveau mondial. Donc il faut s'attendre à des changements majeurs qui vont nécessiter des investissements, et donc ça n'est pas seulement un sujet opérationnel, mais c'est bien entendu un sujet de conseil. Donc quand on prend du recul, et c'est assez intéressant aussi de regarder les verbatims qui ont été tirés de cette étude, c'est intéressant parce que la vaste majorité des sondés, et ça c'est un phénomène encourageant, considèrent que cette crise majeure, dans cette crise, en fait, le management a été vraiment à la hauteur des enjeux. Donc on voit que la confiance a tenu en fait dans cette phase difficile, et d'ailleurs que ça a révélé des talents. En particulier venant de personnes qui répondaient étant administratrices et administrateurs d'ETI, de PME, de start-up ou d'associations. Ils disent que cette crise a finalement révélé des talents au niveau managérial qui est un facteur aussi très encourageant. Il est clair que les entités qui étaient dotées d'une gouvernance structurée ont mieux géré la crise que les autres. Ça ressort de façon extrêmement frappante, et je ne parle pas uniquement des sociétés et des sociétés cotées. C'est vrai aussi. Alors, je prends aussi, je fais un peu de publicité, comme l'a fait Pascal tout à l'heure, pour un rapport que nous allons publier bientôt sur les startups et les entreprises de croissance et l'importance de la gouvernance. Les startups et les entreprises de croissance dotées d'une gouvernance professionnelle s'en sortent mieux que les autres. C'est vrai aussi dans les associations. Ensuite, il y a à peu près 30% des personnes interrogées qui considèrent que cette crise
a fait émerger un besoin relativement pressant de faire évoluer leur gouvernance. Donc, on a tous du travail et du pain sur la planche, et en particulier l'IFA, parce que ça va être un facteur d'accélération en fait, de la mise en place de bonne gouvernance. 55% considèrent que les mesures d'aide gouvernementale vont leur permettre d'atténuer le choc et de mieux rebondir. La plupart se considèrent bien préparés pour affronter une deuxième vague, mais il y a à peu près un peu plus de la moitié qui considèrent que l'impact sera supportable. Donc on voit la note d'alerte sur ce que pourrait être l'impact sur différentes structures, effectivement si la crise perdure, et de la nécessité de s'adapter. Alors pour terminer, si on cherche effectivement à regarder ce que cette enquête souligne, pour moi c'est vraiment le rôle clé que jouent les conseils, non seulement en rythme de croisière, mais aussi en phase de crise. Ça demande résilience, ça demande agilité, et un processus de discernement bien mené entre l'équipe de direction et le conseil est un facteur clé pour passer ces crises. Deuxième élément, on a beaucoup dit que cette crise a été un stress test, ça a été évoqué tout à l'heure pour le management, ça l'a été également pour les administratrices et administrateurs. Entre un administrateur qui joue son rôle un peu à minima sur l'aspect compliance et une administratrice ou un administrateur qui a été réellement un vrai sparring partner du management avec le degré de soutien mais aussi d'exigence que ça nécessite, ça a été vraiment un stress test ou un acid test pour l'ensemble d'entre nous. Et donc ça, finalement, pour terminer, ça nous conforte en fait dans la raison d'être de l'IFA que vous avez approuvée aujourd'hui, qui est en fait, in fine, d'aider chacune et chacun d'entre vous à remplir au mieux cette mission très exigeante, mais ô combien valorisante. Merci. Merci beaucoup François Bouvard d'avoir détaillé l'intégralité de cette étude.